ma femme a dit, tes amis sont une mauvaise influence, c'est eux ou moi, tu décides. Alors, quand ils ont exposé sa liaison secrète, ma décision est devenue très facile à prendre. Ma femme, Kelsey, m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Tes amis sont une mauvaise influence. C'est eux ou moi. J'ai ri, ce petit rire nerveux que tu lâches quand quelqu'un dit un truc complètement fou, mais que tu espères qu'il va sourire et ajouter je rigole. Elle, non. Sa mâchoire était serrée, les bras croisés, et le silence après cette phrase donnait l'impression que quelqu'un avait appuyé sur « mute » dans le monde entier. On était mariés depuis 4 ans. J'ai 32 ans, chef de projet pour une entreprise de construction à Austin. Kelsey a 30 ans, elle est blogueuse lifestyle avec une image en ligne parfaitement soignée, pull beige, latte du matin, et des légendes du genre ont construit notre vie de rêve. Mes 2 meilleurs amis, Tom et Ted, sont dans ma vie depuis la première année de fac. On a tout traversé ensemble, voiture en panne, cœur brisé, boulot pourri. Elle les a détestés dès le premier jour. Tout a explosé un vendredi soir. Les gars m'avaient entraîné boire une bière après le boulot. J'avais envoyé un message à Kelsey pour lui dire que je serais rentré pour 10 heures. À 9h30, elle a débarqué dans le bar comme un ouragan, les yeux en feu. « Ah te voilà » a-t-elle hurlé à travers la salle, en me pointant du doigt alors que la musique baissait. « Tu fais encore semblant d'être célibataire ?» Les têtes se sont tournées. Mes collègues se sont figés. Tom a essayé de la calmer, et elle s'est retournée vers lui, la voix assez tranchante pour couper du verre, « Ne me parle pas. C'est à cause de toi qu'il manque de respect à notre mariage. » Les gens regardaient, les téléphones étaient de sortie. Quelqu'un a filmé, j'ai retrouvé la vidéo en ligne plus tard avec la légende, quand ta femme apporte le drama IRL. Je suis resté là, humilié, à regarder la femme que je croyais connaître se désintégrer devant des inconnus. Je pensais que c'était de la jalousie, peut-être de l'insécurité. Je ne savais pas encore que cette explosion n'avait rien à voir avec mes amis. C'était pour couvrir ses propres traces. Après cette nuit-là, quelque chose a changé chez Kelsey ou peut-être qu'elle avait juste arrêté de faire semblant. « Tu veux encore sortir avec Tom » demandait-elle d'un ton sirupeux et moqueur. « Alors tu dormiras sur le canapé. » J'essayais de raisonner avec elle. Ce sont juste des amis, qu'elle. Ses yeux se durcissaient. Ils détruisent notre mariage. Au début, je pensais que c'était juste de la gêne à cause de la scène au bar, peut-être de la culpabilité pour avoir exagéré. Mais ce n'était pas de la culpabilité, c'était du contrôle. Elle fouillait dans mon téléphone pendant que j'étais sous la douche et supprimait les numéros de Tom et Ted. Ensuite, elle les bloquait sur tous mes comptes réseaux sociaux, en prétendant qu'elle protégeait notre relation des influences toxiques. Le lendemain matin, elle a fait des pancakes, m'a embrassé sur la joue et a agi comme si rien ne s'était passé. Le schéma est vite devenu familier. Chaque fois que j'essayais de résister, elle transformait ça en test de loyauté. « Tu m'aimes plus moi ou tes amis ? Tu ne vois pas comment ils me regardent, ils sont jaloux de nous. Ils veulent détruire ce qu'on a. » Quand je la confrontais, elle fondait en larmes, « Tu me fais du gaslighting. Je savais que tu prendrais leur parti. » Au bout de 2 mois, j'ai arrêté d'inviter les gars. Tom a essayé une fois, il m'a écrit, « Bro, si tu as besoin d'espace ok, mais on est toujours là. » Je n'ai jamais répondu. J'en avais envie, mais elle avait commencé à vérifier mes factures téléphoniques pour des numéros inconnus. Puis il y a eu les visites au bureau. 2 fois par semaine, elle passait avec un café, jouant la femme attentionnée, mais ses yeux scannaient toujours la pièce comme si elle traquait des menaces. Un après-midi, elle a vu ma collègue Léna rire à quelque chose que j'avais dit en réunion. 10 minutes plus tard, Kelsey l'a coincée sur le parking en lui criant « Restez loin de mon mari ». Le lendemain, les RH m'ont appelé. « Tout va bien à la maison ?» ont-ils demandé. J'ai dit oui, même si la réponse était non. C'est là que j'ai compris que l'isolement n'était pas un effet secondaire, c'était le but. Mon monde s'était réduit à notre maison et à ses humeurs. Chaque conversation était un champ de mine, chaque silence un test. Elle me culpabilisait si je restais tard au travail, m'accusait de mentir si je partais plus tôt. Une fois, je suis juste allé au supermarché sans la prévenir, elle a suivi ma localisation et exigé de savoir pourquoi j'avais pris la route la plus longue. J'ai arrêté d'inviter des gens à la maison. J'ai arrêté de répondre aux appels. Même mes parents ont fini par m'envoyer « Tout va bien ? On ne t'a pas vu depuis des mois. » Je leur ai dit que j'étais débordé. C'est ça,
Le problème du contrôle lent, tu ne te rends pas compte que c'est une prison jusqu'à ce que tu aies toi-même construit les barreaux. Mais Kelsey ne s'est pas contentée de couper mes amis. Elle a commencé à réécrire mes souvenirs. Ce soir-là au bar? C'est toi qui m'as embarrassé, disait-elle. Quand j'ai crié sur ta réceptionniste? Elle te draguait. Je fais tout ça parce que je t'aime plus que n'importe qui ne t'aimera jamais. Elle disait ces mots parce que je t'aime juste après avoir crié, juste après m'avoir accusé de la tromper, juste après avoir passé des heures à fouiller dans mon ordinateur à chercher des preuves de quelque chose qui n'existait pas. Puis, dans les moments de calme, quand elle redescendait enfin, elle se blottissait contre moi et murmurait « Tu me rends folle parce que je tiens trop à toi ». Cette phrase me faisait fondre, avant. Maintenant, elle me glaçait. À la fin de l'année, ma vie semblait parfaite de l'extérieur, boulot stable, jolie maison, femme souriante qui postait des photos de couple avec des légendes comme #grateful4him. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de marcher dans un musée de ma propre vie, tout parfaitement rangé mais totalement vide. Les vraies fissures sont apparues quand elle a commencé à surveiller mon argent. J'ai remarqué de petits retraits sur notre compte joint, quelques centaines ici, quelques centaines là. Quand j'ai demandé, elle a répondu qu'elle réorganisait le budget et que j'étais contrôlant de lui poser des questions. Ensuite, elle a commencé à verrouiller son téléphone avec un code qu'elle refusait de partager. Je la surprenais au téléphone tard le soir, à chuchoter, puis raccrocher dès qu'elle me voyait. Et malgré ça, je me disais que c'était le stress. Qu'elle était peut-être juste seule, que je n'en faisais pas assez. J'ai redoublé d'efforts week-end en amoureux, fleurs, dîners que je cuisinais. Pendant un temps, ça semblait fonctionner. Elle souriait davantage, riait, me remerciait même d'être si patient. Mais le calme ne dure jamais longtemps quand quelqu'un cache quelque chose. Une nuit, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone a vibré sur le comptoir. Un message s'est affiché, un nom que je ne connaissais pas, suivi de quelques mots qui m'ont retourné l'estomac. J'ai hâte de te revoir. La nuit dernière était parfaite. C'est à ce moment-là que les fissures se sont ouvertes. Et tout ce que je pensais savoir sur ma femme, sur notre mariage, a commencé à s'effondrer. Pendant un court moment, on aurait dit que la tempête était passée. Kelsey souriait de nouveau. Elle préparait des muffins pour les voisins, envoyait des cartes de remerciements à mes collègues, et a même organisé un dîner pour l'anniversaire de mariage de mes parents. C'était perturbant de voir à quel point elle pouvait facilement enfiler le rôle de femme parfaite. Un mois après l'explosion, on était invité à l'anniversaire de mon patron à un grand dîner semi-formel sur un rooftop au centre-ville. Kelsey a absolument voulu choisir ma tenue, ajuster ma cravate, et m'a murmuré « Ce soir, on est une équipe, d'accord ?» Elle a traversé la soirée comme si elle l'avait répété, rire chaleureux, compliments, posture impeccable. Tout le monde l'adorait. Pendant 2 heures, j'ai presque cru l'adorer aussi. Puis, à la fin de la fête, alors que les gens se rapprochaient du bar, un collègue, Ben, s'est penché vers moi. « Mec, désolé si je dépasse les limites, mais, c'est vrai que ta femme sort avec ce coach de sa salle. » Je me suis figé. Quel coach? Il avait l'air gêné. Un gars qui s'appelle Matt. Grand, blond, il dirige les bootcamps près de la rivière? Ma copine les a vus au brunch le week-end dernier, juste tous les deux. Elle a pensé que c'était peut-être pro. Mon estomac s'est retourné. Matt, celui qu'elle mentionnait toutes les 2 phrases. Matt dit qu'il faut absolument des protéines le matin. Matt dit que je devrais changer de salle. Matt dit qu'il peut aussi te mettre en forme si tu arrêtes les plats à emporter. J'ai rigolé devant Ben, dit un truc du genre « Oh, c'est juste son coach », mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Ce soir-là, j'ai essayé de jouer la carte du calme. En rentrant, j'ai servi 2 verres de vin, attendu qu'elle enlève ses talons, et demandé « Eh, drôle de truc, quelqu'un m'a dit t'avoir vu avec Matt au brunch. » Son expression a changé instantanément. La chaleur a disparu. Qui a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, si les gens propagent des rumeurs sur moi, ça a de l'importance. Quelle? Ce n'est pas une rumeur. J'ai juste demandé. Oh mon Dieu, a-t-elle explosé, la voix montant d'un cran. Donc maintenant tu ne me fais plus confiance? Après tout ce que je supporte à cause de toi? J'ai cligné des yeux. Tu supportes quoi, exactement? Tes amis. Tes collègues qui me draguent. Ton jugement constant. Peut-être que je devrais commencer à te donner une vraie raison de ne pas me faire confiance. Puis elle a balancé son verre dans l'évier,
éclats de verre partout, et a claqué la porte avant que j'aie le temps de répondre. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Son téléphone tombait directement sur la messagerie. J'ai à peine dormi. Au lever du soleil, j'étais là, à fixer le plafond, à hésiter entre appeler la police ou accepter que c'était une punition de plus. Vers 9 heures, elle a enfin envoyé un message. J'ai dormi chez une amie. J'avais besoin d'espace. Je ne supporte plus ta paranoïa. Aucune excuse. Aucune explication. Juste sale comme si encore une fois, j'étais le problème. Quand elle est rentrée l'après-midi, elle était calme, presque détendue. Elle a posé son sac, s'est préparé un café, et m'a demandé si je voulais un petit déjeuner. Je la regardais simplement. Kelsey, est-ce que tu as une liaison? Elle a soupiré, levé les yeux au ciel. Tu as vraiment besoin d'aide. Tes insécurités t'ont pourri le cerveau. Alors montre-moi ton téléphone, ai-je dit doucement. Elle a ri. Tu crois que tu peux me fliquer maintenant? C'est du comportement contrôlant, et franchement, c'est dégoûtant. Je n'ai pas insisté, je l'ai simplement regardé préparer son sac de sport et repartir, en me disant qu'elle avait une séance avec Matt. Ce soir-là, j'ai ouvert une nouvelle adresse mail, une qu'elle ne connaissait pas, et j'ai contacté un détective privé. Il s'appelait Dal. Je l'avais trouvé via un collègue qui avait vécu un divorce compliqué. J'ai fait court, besoin de confirmation d'une infidélité possible. Discrétion obligatoire. Dal m'a répondu en 1 heure, je peux commencer demain. Envoyez-moi son emploi du temps. Les 72 heures suivantes ont été interminables. Je suis allé bosser, j'ai souri en réunion, et j'ai attendu que mon téléphone vibre. Quand c'est arrivé, le message était simple. Vous aviez raison. Il a envoyé 3 photos floues, mais suffisamment nettes. Kelsey en tenue de sport, penchée au-dessus d'une table de café pour embrasser Matt. Une autre où ils se tiennent la main en marchant vers sa voiture. La troisième, elle qui entre dans l'immeuble de son appartement à 22h43. Je suis resté dans ma voiture garée, à fixer ces images jusqu'à ce que ma vision se brouille. Quand elle est rentrée ce soir-là, je n'ai pas dit un mot. Elle m'a embrassé sur la joue, fredonnant comme si de rien n'était, et s'est mise à scroller sur son téléphone. Je l'ai observée longtemps, en me demandant comment on pouvait mentir aussi facilement. Plus tard, au lit, elle s'est blottie contre moi et a murmuré, « Tu es distant ces derniers temps. Est-ce qu'on va bien ?» J'avais envie de hurler. À la place, j'ai répondu, « Oui. Juste fatigué. » Sa main s'est posée sur ma poitrine. Tant mieux. Parce que je pensais qu'on pourrait faire une retraite de couple. Se reconnecter, tu vois? Travailler sur notre lien. La femme allongée à côté de moi sentait le parfum d'un autre homme, et elle planifiait une retraite pour se reconnecter. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête, parce que pour la première fois depuis la scène du bar, quelque chose en moi venait de bouger. Pas la panique habituelle, pas la colère, la clarté. Kelsey avait transformé notre mariage en spectacle, et moi, j'étais son public. Mais le spectacle était fini. Elle ne le savait pas encore. Je n'avais pas parlé à Tom depuis presque 6 mois. C'est à quel point l'isolement était profond, mon plus vieil ami, celui qui se tenait à côté de moi à mon mariage, réduit à un nom silencieux dans une liste de contacts bloqués. Kelsey y avait veillé. Alors, quand mon téléphone a vibré un soir et que son nom est apparu, je me suis figé. Pendant un instant, je suis resté à regarder l'écran. Puis j'ai décroché. « Mec, je sais que tu ne veux pas me parler, » a dit Tom, la voix tendue. « Mais tu dois voir ça. » Avant que je ne réponde, mon téléphone a reçu une vidéo. Un parking de nuit. L'horodatage indiquait l'heure de fermeture de sa salle. Kelsey, debout à côté de la voiture de Matt, en train de rire. Puis elle se penche pour l'embrasser, pas un petit baiser qu'on peut expliquer. Un long, lent baiser. Ensuite, elle monte côté passager. Pas de son, pas de contexte, pas de marge pour l'argumentation. La vérité en 480p. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans mon salon sombre, le téléphone lourd dans ma main, à regarder la boucle encore et encore jusqu'à ce que ça ressemble moins à de la douleur et plus à une confirmation. La partie de moi qui hurlait depuis des mois, « Tu n'es pas fou », avait enfin une preuve. 2 jours plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et ils étaient là. Tom et Ted. Les mêmes visages, les yeux plus fatigués. Kelsey était dans la cuisine, en train de se servir un café.
Elle s'est figée en les voyant. C'est quoi, ça, a-t-elle craché. Le ton de Tom était calme. On n'est pas là pour se battre. On est là parce qu'on en a marre de le voir se faire avoir. Sa mâchoire s'est crispée. C'est du harcèlement. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. Peut-être, a dit Ted doucement, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Tom s'est avancé, a sorti une grande enveloppe de sa veste. Il l'a posée sur la table et l'a fait glisser vers moi. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées, des photos, des eurodatages, pas seulement du parking de la salle, mais d'autres nuits. Des restaurants. Une facture d'hôtel. Des messages qu'elle avait envoyés à Matt depuis son mail pro, du genre qu'elle devait penser que personne ne verrait jamais. Kelsey a essayé d'arracher le dossier. Vous n'avez pas le droit, c'est illégal. J'ai arrêté sa main en plein air. Tu as dit que c'était eux ou toi, ai-je dit doucement. Tu viens de rendre le choix très simple. Son visage est devenu livide, puis rouge. Tu les choisis, eux, plutôt que ta femme. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ce que tu as fait, ai-je répondu, c'est me mentir, m'isoler, et me faire douter de ma propre santé mentale. Elle a changé de ton, plus doux, Ryan, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. Tom a laissé échapper un rire amer. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. On a vu les vidéos. Ses yeux allaient de l'un à l'autre, 3 hommes qu'elle ne pouvait pas manipuler. Elle a pointé les papiers du doigt, tremblante de rage. C'est une violation de ma vie privée. Vous n'avez pas le droit de me surveiller comme des psychopathes. C'est marrant, ai-je dit, parce que tu lis mes messages et tu suis ma localisation depuis des mois. Pour la première fois, elle n'a rien trouvé à répondre. J'ai pris le dossier, feuilleté quelques pages, puis les reposé. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'avais déjà assez vu. La pièce était silencieuse, à part le bourdonnement du frigo. Dehors, la pluie commençait à frapper la fenêtre, une de ces petites tempêtes d'Austin qui donnent l'impression d'un reset. Je l'ai regardé une dernière fois. Tu m'as dit que mes amis étaient une mauvaise influence. Finalement, ce sont les seuls qui ont vraiment été de mon côté. Puis je suis sorti. Pas de cris. Pas de scène. Juste le petit clic de la porte d'entrée derrière moi et ce genre de silence qui ressemble à de la liberté. Tom m'a suivi, a posé une main sur mon épaule pendant qu'on avançait sous la pluie. Ça va? J'y arrive, ai-je répondu. On est resté un moment sous le vent, tous les trois, sans dire grand-chose. L'air sentait le bitume mouillé et autre chose, le relâchement. En marchant vers la voiture de Tom, mon téléphone s'est mis à vibrer, une rafale de messages de Kelsey. Tu vas le regretter. On peut arranger ça. S'il te plaît, parle-moi. Ne les laisse pas nous détruire. J'ai éteint le téléphone. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Tom, la première fois depuis des mois que je passais une nuit complète sans me réveiller au milieu d'accusations ou de silence glacial. Je pensais que je me sentirais en colère, mais ce que j'ai ressenti, c'était surtout du soulagement. Celui qui commence petit, comme l'air qui revient dans tes poumons après être resté trop longtemps sous l'eau. Le lendemain matin, Kelsey a posté une photo sur Instagram, un selfie souriant légendé, parfois, certains hommes ne supportent pas une femme forte. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé 2 fois. Parce que pour la première fois en 4 ans, sa version de la réalité ne comptait plus. La vérité avait franchi le seuil de ma porte. Et moi, j'avais enfin franchi la sienne. Le matin après mon départ, Kelsey est passée en mode gestion de crise. S'il y a bien une chose qu'elle a toujours su faire, c'est gérer son image. En quelques heures, elle avait réécrit l'histoire, elle était devenue la victime. Elle a envoyé un message à ma mère avant que je ne le fasse. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il a juste craqué. Il a choisi ses copains de beuverie plutôt que notre mariage. Puis la campagne sur les réseaux a commencé. Son Instagram s'est transformé en défilé de pitié, long pavé sur la trahison et les hommes qui ont peur des femmes fortes. Une photo filtrée d'elle assise sur notre lit, l'air désespéré, avec comme légende, parfois, l'amour ne suffit pas. Les commentaires ont afflué. Tu mérites mieux, Queen. Il comprendra ce qu'il a perdu. Les hommes échangent toujours des diamants contre du gravier. Pendant 24 heures, elle contrôlait le récit. Je n'ai pas répondu, pas de post, pas de défense. J'ai juste attendu. Puis Internet a fait ce qu'il fait toujours. Quelqu'un de sa salle, probablement fatigué de l'avoir tout falsifié, a leaké les images de la caméra de sécurité.
Le même clip que Tom m'avait envoyé. Kelsey et Matt, serrés l'un contre l'autre dans sa voiture, avec la date et l'heure bien visible. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. En quelques heures, c'était sur une page de potins locaux, puis dans le groupe de la salle, puis dans les DM de ses marques partenaires. La femme qui avait construit sa persona sur la discipline, la loyauté et l'empowerment était soudain la vedette de son propre scandale. Son histoire s'est effondrée en une nuit. D'abord, elle a dit que c'était sorti de son contexte. Puis que c'était une vieille vidéo. Quand ça n'a pas pris, elle a tenté la carte de la victime. Oui, j'ai fait une erreur, mais le mariage est compliqué. On faisait une pause. On ne faisait pas de pause. À la fin de la semaine, 3 de ses sponsors avaient suspendu la collaboration en attendant des éclaircissements. Son nombre d'abonnés a chuté. Et Matt, le coach sportif devenu briseur de couple, a supprimé toute trace d'elle de son profil. Elle a tenté un dernier pivot de communication, postant un fond noir avec du texte blanc, on tombe tous, mais on se relève plus fort. Je ne me suis pas relevé avec elle. Pendant qu'elle réinventait le récit en ligne, moi je faisais des choses concrètes hors ligne. J'ai appelé une société de déménagement, pris un jour de congé, et rangé chaque trace d'elle dans des cartons étiquetés. Vêtements. Maquillage. Sa collection sans fin de ring lights d'influenceuse. Tout ce qu'elle utilisait pour jouer sa vie. Quand elle est rentrée, la maison ne lui appartenait plus, vide, propre, paisible. Sur le comptoir, il y avait juste une enveloppe avec un mot écrit à la main. Tu as dit, eux ou moi. Eux ont choisi l'honnêteté. Moi, j'ai choisi la liberté. Je n'ai pas attendu qu'elle le trouve. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de son avocat. L'objet m'a presque fait rire, demande relative aux biens et aux finances, notification d'intention. D'après la lettre, elle voulait la moitié de mes économies, les meubles et mon pick-up pour assurer une compensation équitable après la dissolution de la relation conjugale. Mon avocat, Marc, a parcouru les pages, a souri et a dit, soit elle rêve, soit elle est mal conseillée. L'adultère annule les demandes financières au Texas. Tu es tranquille. On a rédigé une réponse polie, en un paragraphe. Étant donné l'infidélité documentée de votre cliente, Monsieur Lawson refuse toute demande financière. Toute correspondance future devra passer par le cabinet. C'était l'équivalent légal d'une porte qui claque. Kelsey a dû le comprendre aussi, parce que 2 jours plus tard, elle s'est pointée en pleurs à mon nouvel appartement. S'il te plaît, a-t-elle dit, on peut arranger ça. Je ferai une thérapie. Je supprimerai tout. On était juste perdus. Une seconde, j'ai presque revu la version d'elle dont j'étais tombé amoureux avant le contrôle, avant les mensonges. Puis elle a ajouté, tu me dois une chance. Et là, ça m'a ramené à la réalité. Je ne te dois rien, ai-je dit. Tu as passé des années à essayer de me rapetisser. Je suis enfin entier. Elle a regardé mon appartement calme, les yeux fouillant la pièce comme si elle cherchait quelque chose à utiliser contre moi. Quand elle n'a rien trouvé, elle s'est redressée, tu vas le regretter. Je l'ai déjà regretté, ai-je répondu. C'est pour ça que j'ai arrêté. Après son départ, je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, à écouter ce silence qui ressemblait à une chanson que je n'avais pas entendue depuis des années, calme, régulier, honnête. Le lendemain, j'ai pris mon pick-up et je suis sorti de la ville, fenêtres ouvertes, le soleil du Texas derrière moi. Mon téléphone a vibré une fois, une notification d'actualité locale. Une influenceuse lifestyle perd ses sponsors après un scandale de tromperie. Il y avait sa photo, avec son sourire poli, prêt pour la caméra. Le titre disait tout ce que je n'avais pas besoin de dire. Elle est partie sans rien, pas d'argent, pas d'abonnés, pas de contrôle. Juste sa réputation, étendue dans les cendres de l'histoire qu'elle avait construite. Et moi? J'avais enfin récupéré la mienne. 2 mois plus tard, Kelsey a emménagé chez Matt. Je l'ai su parce que Tom m'a envoyé une capture d'écran Facebook, une photo d'eux au bord d'un lac, souriant comme si le monde n'avait pas vu la vidéo, avec la légende, nouveau départ levé de soleil. Je n'ai pas ressenti de colère. Rien. C'était comme regarder la rediffusion d'une série dont tu connais déjà la fin. Et la fin est arrivée, plus vite que je ne l'aurais cru. 3 semaines plus tard, elle avait quitté son appartement. Apparemment, Matt avait découvert qu'elle envoyait des messages à un autre gars de la salle. L'ironie était parfaite, la reine des accusations surprise a trompé son nouveau partenaire, cette fois avec le miroir tourné vers elle. Maintenant, elle vit de nouveau chez sa mère,
si les rumeurs sont vraies. De temps en temps, je reçois un texto alcoolisé vers minuit. Tu as tout gâché. Tu m'as rendu folle. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime comme moi. Je ne réponds jamais. Je regarde l'écran une seconde, puis je le laisse s'éteindre. Parce que la vérité, c'est que je n'ai rien gâché. C'est elle qui a tout brûlé, je suis juste parti avant que la fumée ne m'étouffe. Pendant ce temps, la vie a recommencé à ressembler à la vie. J'ai renoué avec mes amis. La première nuit de retour dans notre vieux bar, le barman a levé les yeux, surpris. On croyait avoir perdu, mec. Non, ai-je souri. Je m'étais juste un peu perdu. On a pris des bières, joué au billard, débattu sur les cow-boys comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé, moi. Je ne sursautais plus à chaque vibration de téléphone, je ne marchais plus sur des œufs en essayant de deviner l'humeur de quelqu'un. Tom a cogné son verre contre le mien, content de te revoir, frère. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vraiment cru. Les soirées sont devenues plus calmes après ça, mais dans le bon sens. Je rentrais dans mon petit appart, sans tension, sans regard glacial. Je cuisinais ce que je voulais sans critique sur les glucides ou la malbouffe. Je mettais la musique à fond, je laissais mes chaussures traîner, je prenais ma douche sans craindre que quelqu'un fouille dans mon téléphone dans la pièce d'accent grave côté. La solitude a cessé de ressembler à de la solitude et a commencé à ressembler à de la paix. Parfois, tard le soir, je fais défiler de vieilles photos, les vacances, les sourires, les clichés soigneusement posés d'un mariage que je croyais réel. Avant, ça me brisait le cœur. Maintenant, je vois juste un homme qui se bat trop pour sauver quelque chose qui ne voulait pas l'être. L'amour n'est pas censé être de la surveillance. Il n'est pas censé te rendre plus petit, plus silencieux, ni te faire avoir peur de tes propres amis. Je l'ai appris à la dure. Kelsey m'a un jour dit que la loyauté voulait dire lui donner tout mon temps, ma confiance, mon silence. Je croyais que c'était ça, l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur déguisée en dévouement. Aujourd'hui, la loyauté veut dire autre chose, être présent pour les gens qui ne m'ont jamais demandé de choisir entre eux et moi-même. Tous les vendredis soirs, je retrouve les gars dans ce même bar. On boit, on rigole, on parle de la vie, parfois d'elle rarement. La plupart du temps, on parle de cette drôle de sensation, retrouver une vie normale. Un soir, Ted a levé son verre, à l'amitié et au fait d'avoir évité une catastrophe en legging. On a tous éclaté de rire. Moi aussi. Parfois, je repense au jour où elle m'a lancé cet ultimatum, c'est eux ou moi. À l'époque, ça ressemblait à une menace. Maintenant, ça ressemble à un cadeau. Parce que ce choix n'a jamais été vraiment entre ceux que j'aimais le plus, c'était un choix sur qui je voulais devenir. Elle voulait l'obéissance. Eux, ils me voulaient heureux. Et quand je regarde autour de moi dans ce bar, ces amis qui sont restés même quand j'ai disparu, je comprends que je n'ai pas perdu une femme. J'ai perdu une menteuse. J'ai perdu le bruit, la manipulation, le besoin constant de prouver que je n'étais pas le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est le silence, celui qui vibre de paix plutôt que de tension. Alors quand le barman apporte une nouvelle tournée et que le jukebox passe un morceau familier, je lève mon verre, je regarde Tom et Ted, et je souris. Parce qu'à chaque fois que je me rappelle sa voix disant « c'est eux ou moi », je ne peux pas m'empêcher de penser. Merci de m'avoir aidé à faire le bon choix.